Éric Prisva, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Mines ParisTech. Vous avez écrit en mai une étude sur la contrefaçon dans le domaine des vins et spiritueux. Alors, est-ce que vous pourriez nous tirer les grandes lignes de ce marché de la contrefaçon dans le monde aujourd'hui? C'est toujours difficile de parler d'un sujet qui concerne une zone grise, mais on peut dire qu'il y a une croissance de la contrefaçon, notamment en provenance d'origine chinoise, je veux dire, depuis 4 ou 5 ans. Mais ça reste très difficile d'évaluer à une échelle internationale ce type de contrefaçon. On estime en Chine parfois qu'il y a entre 30 et 50% des vins qui seraient contrefaits. Sur d'autres zones, par exemple en Amérique latine, on sait qu'il y a 25% des alcools qui sont illicites ou contrefaits. En Grande-Bretagne, vous avez 20% des consommateurs qui vous disent avoir acheté des alcools contrefaits. Donc c'est un phénomène quand même qui prend une ampleur, même si on a beaucoup de difficultés à évaluer ça de manière précise. Et l'Organisation mondiale des douanes cherche justement à mieux quantifier ce type de contrefaçon. Et alors comment se structure ce marché? Est-ce qu'il s'agit de grandes filières très organisées, presque industrielles, ou est-ce que c'est des petits faussaires dans leur coin qui font leur bidouille? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On n'est quand même pas dans des structures industrielles qu'on retrouve dans la contrefaçon, par exemple, de médicaments. Et la contrefaçon, même si elle est industrielle, par exemple en Russie ou en Chine, reste concentrée sur le marché local. Il n'y a pas de contrefaçon avec des flux transnationaux importants, comme on le trouve dans le médicament. Maintenant, vous avez aussi des structures beaucoup plus artisanales, notamment en utilisant les réseaux des bars et des clubs, qui sont des filières privilégiées, notamment en Chine, mais même aux États-Unis sur ce type de contrefaçon. Et vous avez aussi une technique qui est très utilisée, c'est l'utilisation des bouteilles vides, ce qu'on appelle le refiling, donc qui consiste à récupérer des bouteilles vides pour pouvoir mettre des alcools de moindre qualité et les revendre à un prix beaucoup plus élevé. Et de manière globale, quand même, on peut quantifier l'impact financier justement de la contrefaçon ou pas? Il n'y a pas d'évaluation globale. Il y a eu 2 évaluations crédibles. Il y en a une qui a été faite en Angleterre. Ça toucherait environ 1,5 million d'euros en termes d'impact, de pertes fiscales. Dans le monde? Non, Angleterre. En Angleterre, oui. Et en Italie, on a évalué ça à 2 millions d'euros en termes pour les vins contrefaits, essentiellement sur l'exportation. Donc c'est quand même des sommes assez considérables, mais il faudrait travailler en effet là aussi sur le plan statistique pour évaluer ça à une échelle plus globale. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour lutter justement contre la contrefaçon? Quelles sont les technologies utilisées, ou alors justement où en est la recherche là-dessus? Alors, les technologies sont surtout utilisées en fait par des intermédiaires, par les grossistes, par les producteurs ou par les douaniers, etc. Donc vous avez différents types de technologies. Vous avez par exemple des scellés qui sont utilisés sur les vins italiens, mais qui ne sont pas d'une efficacité optimale parce qu'ils ne sont pas unitaires en fait. Donc il y a des copies qui circulent sur ces scellés. C'est-à-dire des scellés? Des scellés officiels en fait de l'État italien sur la dénomination d'origine du vin en question, enfin pour des vins de qualité. Donc et ces scellés sont parfois contrefaits. Donc c'est pas une technologie qui est 100% fiable. Vous avez aussi une technologie par contre qui est beaucoup plus fiable mais qui est très chère, qui est celle des analyses scientifiques, ce qu'on appelle le ForSync. Et donc là vous avez un laboratoire qui est d'ailleurs de plus en plus miniaturisé et qui permet de tester ces liquides. Mais ça coûte très cher, donc à l'exception, je crois que Pernod Ricard qui a ce type de système, notamment en Chine, un producteur de vin peut difficilement opter pour ce genre de solution. Après, vous avez 2 autres types de solutions. Vous avez ce qu'on appelle des technologies overt, qui sont visibles, donc c'est notamment les hologrammes, qui sont des technologies anti-contrefaçon utilisées depuis assez longtemps. Sur les étiquettes? Sur les étiquettes. Alors ça pose un problème esthétique justement pour certains vins. Château Margaux se plaignait justement du côté esthétique des hologrammes sur ces vins. Vous pouvez nous citer quelques vins peut-être justement qui utilisent ce système? J'ai pas vraiment de... Alors, les producteurs de vins hésitent vraiment à communiquer sur ce genre de solutions. Alors j'ai eu la chance de pouvoir communiquer avec Château Margaux et Château Latour, mais c'est vrai que ça reste assez compliqué. C'est un domaine quand même très confidentiel. Et donc l'hologramme présente aussi l'inconvénient d'être aussi copié, quoi. C'est-à-dire que notamment avec les imprimantes 3D, on peut faire son hologramme de plus en plus facilement. Donc c'est une technologie qui est utilisée de manière assez facile puisqu'on n'a pas besoin d'un authentificateur complexe. Ouais. Mais donc je dirais que la deuxième solution qui est plus sécurisée, c'est la solution covert, avec notamment des authentifications invisibles. Mais alors pour le particulier, lui, monsieur tout le monde qui va à une vente aux enchères, quels sont les moyens, quels moyens il a à sa disposition finalement pour être sûr de tomber sur une bouteille qui est authentique? Il ne peut pas utiliser ces moyens-là. Ce sont des moyens en fait que je viens de vous citer qui sont plutôt utilisés en fait par des professionnels, et donc le consommateur peut pas être, voilà, les douanes, les intermédiaires, les grossistes, etc. Le consommateur, il peut faire preuve de bon sens en fait, c'est regarder si le conditionnement du vin ou du spiritueux est quand même fait de manière
formel et clair, qu'il n'y a pas eu de dégâts ou de détérioration un peu douteuse. Et puis il peut bien sûr vérifier au niveau des étiquettes, enfin de certains détails qui peuvent susciter une certaine méfiance. Mais je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut contacter le producteur, à mon avis, pour savoir vraiment directement ce qu'il en est au niveau de l'authentification du vin, quoi. Vous avez travaillé dans votre étude sur une technologie NFC, justement, qui est à disposition pour le coup du consommateur. Encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? C'est une technologie très intéressante qui est émergente et à mon avis qui a un potentiel assez élevé et qui permet justement aux consommateurs, mais pas seulement aux consommateurs, aussi à d'autres acteurs intermédiaires, mais aux consommateurs notamment, de pouvoir authentifier la bouteille. C'est-à-dire qu'il y a une application NFC sur certains mobiles, notamment le iPhone 6 maintenant qui est doté de ce type de technologie. Et donc le consommateur peut, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il peut authentifier avec un système de serveur sécurisé à distance, grâce à un code numérique, donc la bouteille de manière unitaire. Si tant est que le domaine viticole ait intégré cette Voilà, alors il y a 2 conditions. Il faut que le consommateur ait un mobile doté de la technologie NFC, de l'application NFC, et il faut aussi que, bien sûr, que le producteur ait intégré ça au sein de ses bouteilles, ce qui n'est pas une partie de plaisir très évidente, quoi. Mais ça commence apparemment à susciter des intérêts. D'accord. Et alors, quels enseignements vous tirez de la dernière affaire Rudy Kirnawan, justement cet Indonésien qui vient d'écoper 10 ans de prison par le tribunal de New York pour avoir contrefait des grands crus français? Je crois que ça, c'est un cas un peu particulier quand même. Enfin, c'est un escroc de haut niveau, quoi. Mais ce qui est intéressant dans son cas, je pense, c'est qu'il a réussi à, justement en réutilisant des bouteilles, à remplir avec des alcools de moindre qualité. Et de par sa notoriété, il est resté quand même assez longtemps peu inquiété. Ouais. Donc ça montre, si vous voulez, je pense que le fait que le consommateur, enfin un individu peut maintenant monter un réseau de manière assez facile, entre guillemets, à la fois sur le plan des bouteilles d'un point de vue industriel, mais aussi en utilisant des technologies numériques comme Internet pour les distribuer. Voilà, donc c'est un petit peu triste à dire, mais c'est un peu à la portée de tout le monde. Éric Prisva, merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.